Bien le bonjour, merci d'être connecté à FM, la 89.3, la radio des ambassadeurs de Dieu. Le programme c'est midi sur les ondes, c'est un cadre d'échange en lien avec des sujets d'actualité. Nous voulons en ce numéro poser sur la table une question de société. Dans un contexte national où l'emploi, a fait corps, où le sous-emploi est de mise, nous allons évoquer un secteur d'activité plutôt porteur, celui de l'apiculture, si vous voulez, la culture du miel. Nous en parlons avec le manager général des établissements Alcima, à savoir établissement de fabrication et de distribution des produits alimentaires, cosmétiques, apicoles, restauration et de prestations de services. On va, entre autres, évoquer les aspects liés à cette activité, l'apiculture, comment on réussit aujourd'hui de manière industrielle ou alors artisanale à produire du miel à partir des abeilles. On va explorer également les opportunités que réservent ces corps de métier, sans oublier les bienfaits même de ce produit. Nous en parlerons jusqu'à 11h55 avec Steve, Daniel et Inga Machine. Appelez-moi Georges Sala pour la voix. Supervision générale professeur Henri-Yves Alain. Et on respire avec le générique et je reçois mon unique invité de ce jour. Lui, c'est Alphonse Madi Tchoubouy. Si je prononce mal, il me corrige. C'est un enfant de Dieu. Une manière de dire que nous autres, on ne sait pas seulement parler en langue, on sait aussi faire des choses qui impactent le monde. On l'a indiqué, c'est le manager général de Alcima & Partners. Alcima & Partners, établissement de fabrication et de distribution des produits alimentaires, cosmétiques, apicoles, restauration et de prestations diverses. Bonjour, merci de répondre à notre invitation. Georges, bonjour. Bonjour à tes milliers d'auditeurs et de téléauditeurs. Et je renouvelle mes amitiés et mes respects au promoteur de cette radio, le docteur Eyoum. Je dis merci pour cette opportunité qu'il est offert à l'ensemble de la capitale et même au-delà d'écouter autrement. D'écouter avec une sonorité différente, qui a une coloration céleste, qui, ma foi, a quelque chose de pertinent parce que nous avons besoin d'écouter différent. Donc, je dis merci. Merci pour l'honneur qui m'est fait ce matin de venir parler sur ces antennes qui compte, qui est parmi les antennes les mieux suivies de la capitale parce que les sujets qui sont abordés sont suffisamment interpellateurs. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir. C'est vrai que l'axe de l'échange ou alors la conversation porte sur l'apiculture, la culture du miel, mais on va préciser qu'avec Alcima & Partners, il n'y a pas que le miel. Non. Vous avez d'autres produits qui sont... Bien, il faut dire que nous avons opté, n'est-ce pas, faire dans la promotion des produits made in Cameroun. Et la production locale peut répondre à diverses préoccupations. C'est pour cela que nous avons choisi d'adjoindre à l'apiculture la thémiciculture, qui est la culture de l'artémisia. L'artémisia étant une plante thérapeutique qui vient apporter une solution à ce que nous pensons être le véritable problème de l'Afrique, c'est-à-dire le paludisme. L'artémisia est cette plante qui vous aide à lutter efficacement contre le paludisme. Lorsque vous consommez l'artémisia à titre préventif ou curatif, vous apportez une solution à votre corps. Vous savez, dans nos budgets qui sont suffisamment étriqués, le palu, lorsqu'un palu vous assaille, vous dépensez au-delà de 20 000 francs pour un traitement de palu, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous allez même au-delà de 20 000 francs. Pour certains, ils vont même justement au-delà.
Mais dans la consommation de l'artémisia, vous répondez, vous apportez une solution à votre corps. Vous voyez un peu, donc c'est à titre économique également et de lutte contre la vie chère que nous avons opté cultiver l'artémisia dans nos champs et qui répond en effet. Et là, au-delà de l'artémisia, nous produisons, nous mettons à la disposition de la population du beurre de karité pressé du côté de l'Est, n'est-ce pas, que nous mettons également à la disposition. La citronnelle également est un choix que nous avons fait parce que c'est une plante aromatique qui a des vertus à n'en point finir. Au-delà de ça, notre bon beurre de cacao également est présent. Nous mettons à la disposition l'huile de Nîmes également que nous pressons. Vous savez, le nimier a été déclaré l'arbre du millénaire. Donc, parce qu'on n'a pas encore fini d'explorer tout ce que le Nîmes a comme vertu. Et nous l'avons, et plus près de nous également, nous avons dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les cultures de rente? Nous avons également essayé de presser le cacao en transformant ça en beurre. Au-delà de ça, nous pensons que les agrumes que nous avons et qui sont pleins tout autour de nous, on peut les transformer en jus naturel parce que les boissons gazéifiées que nous consommons à tue-tête, à longueur de journée, sont source de cancer pour beaucoup, mais on n'en parle pas assez parce que le capitalisme est féroce. C'est pour cela que nous apportons ces différentes solutions à la population, parce qu'une population qui n'est pas en santé, c'est une ressource littéralement perdue pour un pays comme le nôtre qui aspire à l'émergence 2035. Donc, voilà de façon ramassée ce à quoi nous nous livrons tout le temps. Et nous pensons que avec cette solution, nous répondons aux attentes du Cameroun en général. Oui, le Cameroun qui a sa capitale politique, mais lorsqu'on préparait l'émission, on s'est rendu compte, et vous allez soit infirmer ou alors botter en touche tout cela, que Ngaoundéré semble être la capitale nationale de production du miel. On va prendre cet élément, c'est la photo sonore, question de planter le décor. La région de l'Adamawa, située dans la partie septentrionale du Cameroun, représente à elle seule 70% de la production de miel du pays, selon le projet de développement de l'élevage, en abrégé PRODEL, financé par la Banque mondiale. Cependant, malgré son dynamisme, les apiculteurs de la région font face à des défis majeurs qui mettent en difficulté leurs activités. Le responsable du PRODEL énumère les difficultés rencontrées par leurs organisations, indiquant que les producteurs de miel individuels fuient les prises d'otages en brousse. Les apiculteurs sont confrontés au manque de local clos pour effectuer leur production et d'ustensiles consacrés au traitement du miel. À cela, il faut ajouter l'absence d'une organisation du marché du miel. De plus, malgré le leadership d'Adamawa dans la production de miel au Cameroun, le produit le plus célèbre et le plus populaire du pays provient de la région du Nord-Ouest. Il s'agit du miel blanc d'Oku et le poivre de Pendjali. C'est l'un des premiers produits camerounais à être labellisé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce qui entraîne une explosion de leur prix sur les marchés nationaux et internationaux. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé, a déclaré dans une récente annonce sur les résultats des activités agricoles du Cameroun en 2022 que la production de miel du pays a atteint 7... Merci à cette consoeur pour cette mise en bouche. Nous allons donc nous attarder sur la production de miel. Avant de vérifier l'information de Ngaoundéré qui serait l'épicentre du miel, l'Adamawa, toute la région, merci même de faire cette précision. Comment est-ce que Alphonse Madi Tchouboui se retrouve dans cet univers dans lequel très peu de Camerounais s'adonnent ou alors se lancent? Alors Georges, c'est une histoire intéressante et impressionnante également. Parce que nous avons fait les études comme tout jeune. Je rêvais à
mon jeune âge, j'ai pris mon diplôme de baccalauréat en 1998 au lycée Leclerc. Je rêve d'être journaliste parce que entre-temps, j'ai essayé de me lancer dans la diplomatie. Je rêve également de faire le concours de lyrique. Malheureusement, je n'ai pas pu. Je me suis présenté au concours de l'ESTIC. Je l'ai présenté, j'ai été recalé à l'oral avec, n'est-ce pas, président du jury, le professeur Georges Boyomo Assala. Donc, après cela, je me suis dit, en 98, je fais mes premières âmes à soi, où nous voyagions encore dans la malle arrière des la voitures. Route n'était pas encore la route bitumée. n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Et je fais mes premières âmes à Soa, en droit. J'arrive à la faculté des sciences juridiques et politiques. Je fais 2 ans. Je sens que je ne me trouve pas sur le chemin qui est le mien. Je retourne et je reviens encore en 2000 pour poursuivre et achever à Soa en 2007. Lorsque je pars de Soa 2007 avec titulaire d'un droit public, d'une maîtrise en droit public option environnement, je me lance dans l'activité, je me lance dans la vie pratique, de la vie professionnelle. Je crée une entreprise dénommée à cette époque-là le Link, qui était chargée de faire un certain nombre de choses. Ça n'a pas fait long feu, comme les différentes entreprises que nous mettons sur le marché. Après 6 mois, j'ai dû fermer boutique. J'ai été recruté pour la création d'une cellule juridique dans une société de la place. Cellule juridique que je n'ai pas créée jusqu'à mon départ de cette structure. Alors, j'arrive il y a quelques années, j'ai à faire face à la pression du vivre au quotidien. Je me suis dit, il faut se lancer bien évidemment dans l'entrepreneuriat. On comprend que vous n'avez pas choisi l'activité. Finalement, c'est cette activité-là qui vous aura choisi. Oui, je ne l'ai pas choisi au départ, mais cette activité m'a choisi et je m'y suis plu. Donc, il y a quelques années de cela, j'ai mûri une idée et je suis allé me former. Je suis allé me former et ce faisant, j'admirais déjà le travail que faisait l'abeille. Quelle est cette entité, quel est cet insecte qui peut vous donner du sucre, hein? Une matière, un élément sucré et qui peut vous aider à vous mettre à l'abri d'un certain nombre de pathologies. Alors, j'ai embrassé l'apiculture dans laquelle je suis et je m'y plais. Voilà. Avec vous, on vérifie donc cette information. Est-ce que c'est fondé que la Damawa est le fief du miel au Cameroun? Oui, c'est fondé. Tout apiculteur sérieux doit connaître la région qui est la plus grande productrice de miel au Cameroun. Il s'agit de la région de la Damawa. C'est pour des raisons climatiques. Et c'est un climat favorable de ce côté-là. Et comme par le passé, des gens se sont retrouvés en train de se débrouiller, ils ont opté pour la production du miel et ils se sont rendus compte que en mettant, parce que par le passé c'était des paniers, des paniers qu'on fabriquait sous forme de ruches, on plaçait et après un certain temps, on récolte du miel qu'on peut vendre. C'est ainsi que l'affaire s'est généralisée dans la zone. Et nos frères, je ne voudrais pas cacher une chose, nos frères du Nord, et avant, ayant une proximité avec la religion musulmane qui magnifie également le miel, ils s'y sont lancés et c'est alors que nous avons heureusement une production subséquente dans cette région-là. Donc, manifestement, la région de la Damawa nous offre le miel en quantité. Et cette région, à elle seule, produit plus de 50 voire 60% du miel que nous avons dans le pays. J'ai parlé du climat tout à l'heure. Vous savez, il y a beaucoup de chaleur, il y a une
forte période de saison sèche, n'est-ce pas, de ce côté-là, et qui fait en sorte pour tout apiculteur, la saison sèche est une saison où vous avez des floraisons, des fleurs qui fleurissent, ainsi de suite. Et vous savez, le miel n'est pas produit en industrie. Le miel, c'est exclusivement l'œuvre de l'abeille. C'est l'abeille, cet insecte merveilleuse qui procède à 80% de la pollinisation sur Terre, n'est-ce pas, qui produit le miel. Et le miel, donc, qui sort de cette région est particulier, tout simplement parce que c'est un miel multifloral. Ils ne font pas trop la différence dans le miel parce qu'il y a deux variétés de miel, Georges. Il y a deux variétés de miel. Il y a le miel dit monofloral et le miel multifloral. Et le miel multifloral est ce qui vient beaucoup plus de cette région du pays. Donc, je confirme, tout en disant également que les autres régions sont susceptibles de pouvoir produire du miel. C'est pour cela que du côté du nord-ouest, à Oku, disons que c'est un village qu'on a choisi parce que c'est pratiquement 7 villages qui entourent dans le nord-ouest là, autour de ce monde-là, que vous retrouvez des villages qui produisent du miel. Mais c'est ce miel qui a été labellisé et internationalement reconnu. Vous comprenez un peu? C'est pour cela. Mais dans la région de l'Ouest également, on produit du miel. Dans la région de l'Est, on produit du miel. Là où j'ai mon rucher, par exemple, on produit du miel. Du côté de Messamena, on produit le miel. Le Cameroun étant une bénédiction de Dieu. En termes de végétation, nous pouvons produire autant de miel en saison et en contre-saison si nous nous y mettons véritablement. Donc, je confirme effectivement que cette région nous offre beaucoup de miel, tout en disant que les autres régions peuvent nous offrir du miel si on y produit, si on décide d'en produire. Parce qu'il y a des fleurs partout. Il y a des fleurs partout. Il n'y a pas une seule période de l'année où vous ne trouverez pas des fleurs. Voilà ce que je peux te... Et parlons de ces différentes régions qui produisent le miel. Même l'aspect de ce précieux liquide diffère. Parce que le profane que je suis, il y a un miel qui me paraît un peu transparent et il y a un autre qui semble un peu plus lourd et foncé. La différence à quel niveau? Quel est le miel qui est foncé? Quel est celui qui est clair? Il vient d'où? Etc. Alors, la clarté ou nous disons techniquement la texture que revêt un miel dépend de la fleur qui a été butinée, du nectar qui a été récolté par l'abeille. Alors, vous pouvez décider de faire un miel monofloral. Monofloral, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que à l'analyse, plus de 50% du nectar contenu dans ce miel revient ou bien est produit, est issu d'une seule fleur, n'est-ce pas? Et si d'aventure cette fleur est de couleur claire, manifestement, la texture de votre miel sera claire. Vous comprenez? Et c'est à ce moment qu'on parle d'un miel monofloral. Est-ce que c'est le monofloral là que l'on retrouve? J'ai le sentiment que c'est lui que l'on retrouve dans la partie méridionale du pays. Oui, dans la partie, parce que dans la partie septentrionale, on ne fait pas trop cette différence. Parce que malheureusement, la formation n'est pas aussi... Les gens sont allés de père en fils. Vous voyez un peu la technique qui doit accompagner la production du miel et du miel de qualité n'est pas encore au grand jour. Il nécessite une formation et que les gens acceptent agrémenter leur rucher avec un certain nombre de plantes qui peuvent donner la coloration. Maintenant, vous me demandez pourquoi il y a des miels qui sont sombres, de texture sombre, les miels de texture... Sombre et parfois un peu plus pesant. Un peu plus pesant. Non, la viscosité du miel, je vais vous expliquer. Pour ce qui est de la texture sombre, nous faisons face à la butination des fleurs par
l'abeille. Et l'abeille va de fleur en fleur et l'abeille butine des milliers et des milliers de fleurs. Et quand elle revient, ayant rapporté ses produits, sa récolte dans sa ruche, elle procède à la transformation, qui est un processus impressionnant. Et quand elle termine, puisqu'il n'y a pas une fleur particulière sur laquelle elle va butiner, le miel qui va en sortir sera une couleur un peu plus sombre. Vous voyez un peu. Donc on retient le sombre, ou alors la texture sombre, c'est pour plusieurs couleurs. C'est plusieurs fleurs. Plusieurs fleurs, merci. Plusieurs fleurs, plusieurs nectars. C'est-à-dire que le miella et le nectar, qui sont majoritairement les composants du miel, nous avons un miel qui est issu de plusieurs fleurs. Et lorsque la transformation se fait, bien évidemment, le produit est un peu sombre et brun. Maintenant, vous allez également faire face aux miels qui sont de texture plus foncée parce que le processus de récolte, le procédé de récolte n'est pas respecté comme nous, les techniciens, nous aurions souhaité. Les gens récoltent encore le miel à la façon artisanale, comme ça se faisait dans l'ancien temps. On brûle la ruche pour chasser les abeilles. Vous voyez un peu. Et puis, la fumée et tout ce qui va avec fait en sorte que le miel à la fin devient noir. Non seulement noir, mais brûlé. C'est pour cela que sur vous avez des miels qui ont un arrière-goût de fumée là, et ce n'est pas intéressant. Or, le miel étant un aliment cru, il faut servir cet aliment cru à des personnes qui sont dans le besoin. C'est pour cela qu'il faut entourer la récolte du miel d'un certain nombre de précautions, de telle sorte que ce produit de la ruche qui vous est offert soit un produit pur, un produit dénué de tout frélatage, vous voyez un peu, et lorsque vous le mettez, cela devient quelque chose d'intéressant. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, vous pouvez choisir dans votre rucher d'améliorer ou d'embellir. Je choisis par exemple de produire un miel de fleurs de moringa. De fleurs de moringa, je plante au préalable le moringa dans mon rucher et je le laisse grandir. Et après cela, je crée un rucher dans une plantation de moringa. Vous convenez avec moi que les fleurs que le moringa va produire seront butinées par l'abeille. Parce que c'est la première chose qu'elle a devant elle qu'elle butine. Et vous allez au finish produire un miel de fleurs de moringa. Pas un miel de moringa. C'est un miel aux fleurs de moringa. C'est un abus de langage que nous faisons en disant c'est un miel de moringa et ainsi de suite. Parce que le moringa en lui-même est un arbre. Vous comprenez un peu? Donc, je voudrais dire à tous tes auditeurs qu'il y a deux types de miel au monde. Le miel monofloral et le miel multifloral. La texture du miel dépend des fleurs qui ont été butinées. Vous voyez, ce sont les fleurs qui donnent la texture au miel, le nectar. Merci de la connaissance. Voilà. S'il y a donc deux formes de miel, qu'en est-il des usages? Parce que celui que nous autres qui ne sommes pas du domaine connaissons beaucoup plus, c'est la consommation. Est-ce qu'au-delà de la consommation, le miel a d'autres usages, d'autres vertus, par exemple? Oui, vous me voyez, je souris. Tout en joie, vous êtes tout en joie. Je suis tout en joie parce que ce produit, cet or issu des fleurs, ce produit de la ruche est multifonctionnel et à multiples usages. Et c'est bien fait. On peut en citer toute l'émission. On n'aura pas terminé. Alors, le miel, puisqu'il faut en parler.
avant d'en arriver, je voudrais te dire que l'apiculture, qui consiste en la production du miel, ne produit pas seulement le miel. Dans la ruche, vous allez retrouver beaucoup d'autres éléments qui sont tout autant utiles. Donc, ce n'est pas seulement le liquide. Non, ce n'est pas seulement le liquide. Le liquide, qu'est le miel même, est une infime partie de ce que vous pouvez retrouver dans une ruche. Vous voyez un peu? Alors, dans une ruche, vous pouvez trouver la propolis, qui est l'un des meilleurs antibiotiques au monde. Vous allez faire des recherches là-dessus, vous m'en direz. L'un des puissants antibiotiques naturels au monde. Vous savez pourquoi, Georges? Non. Parce que le miel est censé et devrait être pur et sain. Vous voyez? Et c'est la propolis qui protège le miel. Est-ce que c'est cet élément qui ressemble un peu, on va dire quoi, aux alvéoles d'œufs là? Non. Lorsque vous mettez une ruche, ce que fait l'abeille, elle tapisse la ruche en protégeant déjà son habitacle. Et cet habitacle est la propolis qu'on met tout autour. Pour protéger tout ce qui va se faire à l'intérieur. Et c'est souvent opaque. C'est comme des pierres noires. C'est comme une pierre noire. À part la propolis, vous avez la cire. La cire. C'est la cire qui ressemble un peu... Voilà. La cire est un peu un autre élément que nous retrouvons dans la ruche. Un peu de couleur blanche. Blanche. Qui ressemble aux alvéoles d'œufs là. Voilà. Elle est blanche. Maintenant, à part la cire... Déjà, l'usage de la cire, c'est quoi l'usage? Parce que, oui. La cire, déjà, sert à... C'est la construction que fait l'abeille au travers des alvéoles. Les alvéoles qui sont à l'intérieur, lorsqu'on les transforme, on obtient la cire. La cire peut être utilisée en cosmétique. Les rouges à lèvres sont faits parfois à base de cire. Vous pouvez également utiliser la cire pour produire les bougies. Vous pouvez utiliser la cire pour produire les cirages à chaussures. Vous voyez un peu? Donc, dans la ruche, vous avez la cire. Vous avez la propolis. Et au-delà de ça, vous avez la gelée royale. La gelée royale, c'est le cœur de ce que nous avons dans la ruche. La gelée royale sert à guérir beaucoup de pathologies. Vous savez, je voudrais vous faire une confidence. Allez-y. Dans une ruche, vous retrouvez une seule reine. Une seule reine se trouve dans une ruche. Et elle a pour mission de pondre les œufs. Elle pond autour de 2000 voire plus. En journée, toute la journée, c'est-à-dire en 24 heures. Elle peut pondre au-delà. Alors, l'abeille, la vie de l'abeille varie entre 1 jour et 46 jours au plus. Vous voyez un peu? Sa durée de vie n'est pas longue. Par contre, la reine vit entre 3 et 4 ans. Pourtant, elle pond tous les jours. Pourquoi cette longévité? La longévité de la reine est due à ce qu'elle consomme. Et elle ne consomme que la gelée royale, produite par les abeilles dans la ruche. Alors, pour certains qui veulent donner à leur corps une cure de jouvence, ces personnes-là consomment la gelée royale. Alors, lorsque des personnes à des âges avancés veulent se taper 20 ans, voire 25 ans d'âge, 25 ans d'âge en moins, tout à fait. Elles se mettent à la consommation de la gelée royale sur 90 jours. Et cette personne, elle se met avec vous, elle rajeunit, elle est requinquée. Les cellules sont renouvelées. Mais trouver la gelée royale n'est pas facile. Je profite de l'occasion pour dire à tes auditeurs, pour ceux qui vous vendent le vent, en disant nous avons la gelée royale, ainsi de suite. Faites très attention, chers auditeurs, parce que la production de la gelée royale n'est pas une mince affaire. Nous-mêmes qui sommes dans le domaine, on se refuse d'en produire parce que pour produire ne serait-ce que 200 grammes de gelée royale, c'est toute une vie. Vous comprenez un peu? Alors,
faisons attention à cette proposition. Donc, je récapitule en disant, dans la ruche, vous allez trouver la propolis, qui est l'antibiotique naturel. Vous allez trouver, en dehors de la propolis, la cire. Vous allez trouver, en dehors de ça, la gelée royale. Vous allez trouver maintenant le miel. Et maintenant, ce miel, au-delà de la consommation, déjà dans la consommation, plusieurs experts, nous faisons quelques lectures, s'accordent même à proposer à certaines personnes, plutôt que de prendre leur repas avec le sucre, permettez-moi l'expression, de le faire avec le miel. Est-ce que vous êtes solidaire de cette suggestion? Si oui, quelles en sont les raisons? Alors, je suis solidaire totalement de cette préoccupation des uns et des autres, parce que le miel est un sucre naturel. Dans le miel, vous retrouvez principalement deux sucres qui ne sont pas... Ce sucre n'est pas nocif à la santé. Vous retrouvez le sucre d'origine végétale, c'est-à-dire le glucose et le fructose. Ça, ce sont les deux sucres essentiels. À côté de ça, vous avez les sels minéraux. C'est pour cela que le miel est un aliment complet. Vous voyez un peu? Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait consommer le miel et du bon miel? C'est tout simplement parce que le miel répond aux besoins du corps. Le corps a besoin du sucre, de l'énergie. Et le miel peut vous donner cette énergie-là, ce sucre-là. Et quand vous consommez le bon miel, le miel s'ingère dans le corps de façon homéopathique. Contrairement au sucre industriel que nous avons, lorsque vous consommez le sucre, votre énergie monte à 100 et chute rapidement. Contrairement au miel, où le corps lui-même, il sait qu'il est en face de quelque chose de naturel que Dieu lui-même, il a créé, parce qu'il y a plus de 10 000 ans, l'homme a commencé à utiliser le miel. Vous voyez un peu? Donc, en lieu et place du sucre, nous conseillons aux uns aux autres de consommer le miel, parce que le miel, bien évidemment, contient plus de kilocalories que le sucre. Alors, c'est pour cela que lorsque vous consommez le miel, les graisses stockées dans le corps sont mieux digérées. Vous comprenez un peu? Alors, on se dit que le miel a des vertus anti-inflammatoires, antibactériennes. Le miel contribue à alcaliniser le corps, le pH du corps. Vous comprenez un peu? Donc, avec toutes ces vertus, avec toutes ces qualités du miel, qui est un antifongique puissant également. Et le miel, vous l'utilisez, pour certains, ils l'utilisent pour lutter et être soulagé des ulcères gastriques. Vous voyez? Donc, lorsque vous mettez tout ça ensemble, au-delà de nos frontières, on utilise le miel sous forme en apithérapie pour se soigner. Vous avez une petite blessure, vous avez le couteau qui vous a blessé. Je fais un clin d'œil à nos mamans qui sont en cuisine, parce que nous sommes entre 10h30 et 12h, ça veut dire que beaucoup de mamans sont en cuisine. Vous vous blessez, vous prenez justement du bon miel et le pur. Vous mettez sur votre blessure, en quelques jours, cette blessure-là a cicatrisé. Alors, au regard de toutes ces vertus-là, est-ce que ce n'est pas opportun? Est-ce que ce n'est pas bien de consommer le miel et le miel de qualité? Oui, vous parlez de qualité, sauf que nous autres, est-ce qu'on a l'œil de l'expert? On arrive au marché là, il se raconte même que certains associent la banane au miel. Comment on reconnaît le bon et le mauvais miel? Alors, vous me donnez l'occasion, j'ai le cœur meurtri quand j'écoute ça. Tout simplement parce que une filière comme la nôtre, des personnes, des malins se sont invités dans cette filière et ont amené une bonne frange de la société à être méfiant face au miel. Et ça apporte un coup sérieux au marché apicole. Maintenant, je voudrais dire à tes auditeurs
et à tes milliers de suiveurs que pour reconnaître le bon miel, il faut déjà prendre le miel auprès des professionnels que nous sommes. Je suis Alphonse Madjitchoubouy, je suis apiculteur professionnel parce qu'ayant été formé, l'amour pour ce métier me conduit à travailler et à mener la population à détecter le bon du faux. Et tu me donnes l'occasion de leur donner quelques tests empiriques. Ils n'ont pas besoin d'entrer en studio, ni au laboratoire pour le savoir. Premier test. Je fais un clin d'œil à nos mamans qui sont à la cuisine. Vous avez le bon miel. Lorsque le miel est pur, le taux d'hydrogène du miel est situé entre 17 et 20. Vous comprenez? Je dis bien le taux d'hydrogène. Ça veut dire que le miel est certes liquide, mais il n'est ni huile ni eau. C'est pour cela que lorsque vous prenez le bon miel, vous versez ce miel-là dans de l'eau, dans un verre. Le miel doit aller à l'intérieur, au fond de ce verre-là. On reformule. Ça veut dire, si je verse le miel dans un verre d'eau, le miel doit aller au fond. Le miel doit se déposer au fond. Parce qu'étant donné que l'eau et le miel n'ont pas le même taux, le miel se comporte comme une pierre que l'on lance dans de l'eau. Donc ça va au fond. Donc le miel qui surnage là est de mauvaise qualité. Non, c'est de mauvaise qualité. Ça, il faut le dire sans embâche. Maintenant, pour faire la mixture, il faut tourner longuement pour qu'on puisse avoir cette mixture-là. Premier test. Deuxième test, qui doit s'accompagner d'une réserve. C'est le test de la bouteille renversée. Vous prenez la bouteille de miel qu'on vous a vendue et vous retournez. Lorsque vous êtes dans des surfaces de distribution, vous retournez. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous retourner. Il faut que le miel se décante complètement du fond de la bouteille. Pour que ce miel-là soit, a priori, un miel de bonne qualité. Sauf que un bon miel va se cristalliser sur la durée. Ça veut dire que le miel va partir de son état liquide pour l'état solide. Quittant de l'état liquide pour l'état solide, il se protège davantage. Il s'inscrit dans la durée. Vous savez, dans l'ancien temps, on utilisait le miel pour embaumer les corps. Dans l'Égypte ancienne, c'est avec ça qu'on momifiait le corps des pharaons. Vous voyez un peu, vous retournez votre bouteille, si le fond est décanté, parce que le miel se comporte comme la mer. Si vous y jetez quelque chose, après un temps, le miel va repousser la chose. Maintenant, lorsque vous êtes en face du bon miel qui a mis du temps, le miel doit se cristalliser. Cristalliser, ça veut dire qu'il commence à se transformer, à prendre l'état solide. Et vous pouvez avoir un miel dans une surface de distribution, des supermarchés. Vous allez retourner, ça va se retourner, mais vous allez voir un fond. C'est pour ça que je dis que cela va s'accompagner d'une réserve. Vous allez voir un fond. Ce fond ne veut forcément pas dire que ce miel est de mauvaise qualité. Ça, c'est le deuxième test. Il s'est cristallisé. Il s'est cristallisé. Je retourne ma bouteille et si rien n'est au fond, ça veut dire que... C'est bon, a priori. Mais si d'aventure, ce miel se serait cristallisé, vous allez avoir un fond. Et n'ayez pas peur. Arrivé à la maison, la décristallisation est possible. Vous voyez, lorsque vous avez fini d'utiliser ce miel, vous pouvez vous rendre compte, est-ce que c'est un miel de qualité? Parce que si c'est un miel cristallisé, vous prenez le miel cristallisé, vous déposez sur le format, comme je dois embrayer avec le troisième test, c'est de verser le miel sur un format. Le bon miel ne traverse pas le format. Je voudrais dire ça en termes trivial. Le bon miel ne traverse pas.
Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure que le taux d'hydrogène du miel, n'est-ce pas, vacille entre 17 et un peu plus de 17%. Vous comprenez un peu? Or, le format que nous avons a un poids, a un grammage. Lorsque vous versez le miel sur du papier, ça ne transparaît pas, tout simplement parce que le taux qui est nécessaire à l'eau de traverser le format, le miel ne l'a pas. C'est pour cela que vous retournez, vous allez voir le miel se balader sur la surface. Ce n'est pas sorcier, c'est scientifiquement démontré. Troisième, maintenant vous êtes au bureau. Comme nous faisons souvent, nous écumons souvent les bureaux pour vendre du miel. Vous prenez votre crayon à billes, votre stylo à billes, vous ouvrez, comme mes bouteilles sont scellées, vous ouvrez et vous plongez le bic dans votre miel. Si ce miel-là est mélangé, vous allez essayer d'écrire avec, ça ne va pas écrire. Parce qu'il y a une compatibilité entre l'eau et le stylo à billes. Ça ne va pas écrire. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est pour ceux qui sont au bureau. Quatrièmement, c'est pour parler de ceux qui sont également encore à la cuisine. Vous savez, le phosphore, les bûchettes d'allumettes, c'est vrai qu'il y a des plaques à gaz automatiques aujourd'hui, mais il faut quand même avoir une bûchette d'allumettes à la cuisine. Vous prenez votre bûchette d'allumettes, vous mettez dans le miel. Si ce miel est mélangé, vous ressortez votre bûchette d'allumettes, vous claquez, ça ne va pas claquer parce que ça va mouiller. Il y a une compatibilité entre le phosphore et l'eau. C'est pour cela. Mais le bon miel, lorsque vous plongez votre bûchette d'allumettes dans le miel et vous claquez, le feu doit donner. Je vous ai donné une série de tests, n'est-ce pas? Merci. Je finirai par vous donner encore. Le bon miel, lorsque vous le mettez dans un freezer, devient comme la gomme. Ça devient élastique. Ça ne produit pas des cristaux. Donc, j'ai donné à tous tes auditeurs prioritairement un certain nombre de tests qu'on peut faire de façon empirique. Quand on vous écoute, cela sous-entend que ça nécessite des formations pour embrasser l'activité et on a envie de savoir ces formations, c'est où, ça se passe comment? Nous donnons effectivement ces formations. Nous formons. Il y a des camarades également qui forment. Je forme. La formation est accélérée. Nous ferons une formation de 72 heures. De 72 heures. Et nous accompagnons ceux qui sont formés. N'est-ce pas? Nous les accompagnons, nous leur donnons le b.a.-ba. Nous mettons à leur disposition le matériel apicole. C'est-à-dire, durant cette formation, nous les apprenons à manager l'abeille, à fabriquer les ruches, à les poser, à explorer l'espace qu'il faut pour créer un rucher, par exemple. Mais il ne faut pas tout un grand espace. D'où cette question, est-ce que je peux créer un rucher ici à Titi Garage, à Yaoundé? Tous les lieux sont-ils indiqués pour se lancer dans la culture du miel, notamment? En principe, oui. En principe, oui. Tous les lieux sont indiqués. Sauf que nous sommes en ville. Et les gens, la majorité des personnes ont la phobie de l'abeille. Parce que pour eux, l'abeille pique. Mais je veux lever une équivoque. Toutes les abeilles ne piquent pas. Parce que toutes les abeilles ne sont pas dotées de dard. Parce que toutes les abeilles ne piquent pas, en principe, vous pourriez construire des ruches ici à Titi Garage. Vous localisez un endroit et vous mettez les ruches. Vous voyez un peu. Mais maintenant, avec cette phobie-là, vous ne pouvez pas le faire parce que dès que l'abeille va piquer quelqu'un, c'est tout le quartier qui sortira. Or, la piqûre d'abeille est bénéfique pour votre corps. Expliquez-nous comment. Alors, quand je le dis le plus souvent, les gens sursautent comme tu viens de le faire. Vous savez, il y a des phéromones. Ça fait gonfler. Oui, ça fait gonfler. Mais ce gonflement-là, c'est comme lorsque vous prenez un vaccin. La partie où on vous a injecté le vaccin gonfle pas.
Ça gonfle non, Georges? Voilà, parce que vous avez reçu une décharge. La piqûre d'abeille comme le vaccin que vous recevez. Maintenant, comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous recevez une piqûre d'abeille? Vous cherchez le dard, c'est-à-dire l'élément qui a été déposé par l'abeille et vous l'enlevez. À partir de cet instant, vous allez ressentir un fourmillement dans votre corps. Je vais vous inviter à aimer ce fourmillement. C'est désagréable, mais aimez-le. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on prend l'abeille qui nous a piqué là, on frotte sur ça, on se dit que je tue l'abeille là et je quitte. Non, vous n'aviez rien fait. Laissez à votre corps le soin d'ingérer à sa manière ce phéromone qui a été déposé, ce venin d'abeille qui a été déposé, parce que votre corps en a besoin. Vous voyez un peu. Je cherche toujours le bien de la piqûre, je cherche toujours le bien. Non, je vous ai dit tout à l'heure que la piqûre d'abeille vous aide à réveiller vos nerfs. Et le venin d'abeille est réparateur. Vous avez besoin de ce venin-là. C'est comme un vaccin. Puisqu'il vous dépose ce vaccin-là qui va soigner un certain nombre de choses dans votre corps. Vous savez qu'avec la piqûre d'abeille, on fait l'apithérapie. Oui. Donc, vous en avez véritablement besoin. Sauf que nous sommes ici également en train de prodiguer une pédagogie, n'est-ce pas? Hein? Je voudrais dire que plusieurs piqûres d'abeilles au même moment constituent un danger. Vous pourrez des personnes en mourir. Vous pourrez en mourir. Tout simplement, je vais vous expliquer. Lorsque vous recevez la piqûre d'abeille, vous recevez beaucoup de piqûres d'abeille, ça crée une sorte de court-circuit dans votre corps. Votre corps manque d'oxygène parce que ça coupe, ça entrecoupe, puisque ce sont des décharges de venin. Donc vous recevez un premier venin dans cette valve, ça crée un vide, ça crée un autre vide, ce qui fait que le sang ne circule plus dans votre corps normalement. Vous voyez, c'est cette surcharge-là de venin qui vous tue en réalité. Parce que votre corps a manqué d'oxygène. Mais si en temps opportun, vous recevez des piqûres d'abeilles, ce que vous faites, vous prenez directement de l'eau. Vous en consommez suffisamment pour reliquéfier votre sang, pour permettre à ce que la circulation sanguine continue, s'enclenche de nouveau. Vous voyez? Et vous n'allez pas en mourir. Mais ceux qui ne sont pas experts, je vous prie de ne pas vous exposer trop à la piqûre d'abeille. Donc, beaucoup d'eau pour limiter les effets des multiples piqûres d'abeilles. Oui, il faut prendre. Et je rappelais tout à l'heure en vous disant que ce ne sont pas tous les abeilles qui piquent, parce que dans la ruche, vous avez la reine, dont j'ai parlé tout à l'heure, la reine à qui je voue une sincère amitié, la reine des abeilles, bien entendu, je voue une sincère amitié. Vous avez les faux bourbons, qui sont des abeilles mâles. Vous avez les ouvrières et les femelles, n'est-ce pas, dans la ruche. Et vous savez, dans une ruche, vous pouvez trouver même, voir 35 000, 40 000 abeilles. Et parlant de ce nombre, est-ce qu'en ville, si je mets ma ruche ici à Titi Garage, avec non seulement les bruits sonores, avec l'urbanisation, est-ce que, du moins la question est de savoir d'où viendront donc ces abeilles en pleine capitale? Georges, je voudrais vous dire que partout là, partout les abeilles voltigent. Moi je ne vois pas. Les abeilles volent là. Les abeilles volent là. Moi je vois les mouches. Voilà, les abeilles volent à une altitude de 8 mètres du sol. Parce que en se plaçant en altitude, elles détectent les odeurs. Parce que dès qu'il y a des pourritures quelque part, l'abeille est là-bas. L'abeille est là-bas. Dans les poubelles, vous allez retrouver des abeilles. Vous m'avez demandé à Titi Garage si vous mettez une ruche. Est-ce que les bruits, par exemple, des points de réjouissance nus ne vont pas faire fuir ces abeilles? Non, elles n'en ont pas. Elles n'ont que foutre parce que c'est leur organe olfactif qui cherche ça, n'est-ce pas? Donc, mais
vous n'allez pas quand même les retrouver dans des leurres bruyants. Elles ont quand même un style de vie qui leur est propre. Maintenant, si vous placez les ruches ici à Titi Garage et que vous appâtez les ruches et que tout autour de ces ruches-là, il y a des plantes miellifères parce que ce ne sont pas toutes les plantes d'ailleurs que l'abeille va butiner. Vous voyez un peu, s'il y a des plantes miellifères, des plantes que l'abeille elle-même choisit, n'est-ce pas, de butiner, vous allez revenir quelques mois plus tard, la ruche a colonisé, vous avez une essaim d'abeilles et vous mettez un peu du temps, vous allez commencer à récolter le miel. Et maintenant, Georges, les bienfaits de l'apiculture. Ces bienfaits sont de plusieurs ordres. L'agriculture a fondamentalement et foncièrement besoin de l'apiculture. Je vous ai dit d'entrée de jeu que 80% de pollinisation, c'est la reproduction dans le monde végétal, n'est-ce pas, se fait à partir de l'abeille. Parce qu'elle est l'insecte la première des pollinisatrices. Donc, si vous voulez avoir une belle récolte, une grosse récolte, vous devez parsemer vos champs, votre champ de maïs, de ceci et de cela, de ruches. Quel que soit le champ que vous avez, vous devrez y mettre des ruches pour que l'abeille qui a un système graphique, une carte graphique puissante puisse vous apporter quelque chose de bien. Vous voyez un peu? Je vous prends un petit exemple. Je suis au village, à Messamena, et il y a derrière la maison, n'est-ce pas, un oranger qui nous fait des misères. L'oranger ne veut plus produire. Il produit avec des taches partout, vous ne pouvez même pas sucer. L'orange est amer. Nous avons dit, on va poser une ruche. On a posé la ruche. Georges, à l'heure où je suis en train de vous parler, la production de cet oranger a atteint un niveau très élevé. Et le fruit de cet oranger n'est plus amer. Il est très sucré et les feuilles même de cet oranger complètement changées. Grâce à la présence des abeilles. Oui. On va observer, on va prendre le second élément. La modernisation de cette pratique, ça nous donnera d'aller évoquer d'autres aspects. Quand vous écoutez notre invité, vous comprenez qu'il y a tellement à dire. On évoque notamment la modernisation de cette apiculture, toujours dans la partie septentrionale du pays. Le marché du miel est dominé pendant longtemps par une production artisanale. Le marché du miel est dominé pendant longtemps par une production artisanale du type familial aux antipodes d'un modèle intensif. Mais depuis quelques années, l'on observe une véritable mutation des acteurs dans l'Adamawa vers une modernisation de la filière. Regroupés en gigs et coopératives, ces nouveaux acteurs ont fait du miel une activité prioritaire du fait de sa rentabilité. Nous avons les antibiotiques à base du miel, les traitements hémorroïdes à base du miel, les traitements mal des dents à base du miel, produits cosmétiques. Nous avons les produits de beauté pour tous les types de peau, le gommage à base du miel. Nous avons les lotions à base du miel. Nous avons le savon à base du miel. Produit à grande échelle à Bawa, Ngaoundalou ou encore Meganga, le miel est acheminé dans des bidons et cuvettes vers des centres de collecte. D'après les chiffres officiels, plus de 20 000 personnes vivent de l'apiculture dans l'Adamawa. Le prix du litre varie selon les périodes. En mars-avril, considéré comme la période par excellence des récoltes, le prix du litre varie entre 800 et 1000 francs. En ce mois de septembre, les prix peuvent flancher à 2000 francs CFA. Au niveau des comptoirs apicoles de la Vina, le miel et ses dérivés,
Nous avons les produits alimentaires à base du miel, les produits cosmétiques à base du miel, les produits pharmaceutiques à base du miel. Nous avons le jus du miel, hein? Nous avons le miel brut, nous avons les bonbons du miel, nous avons le miel, les crèmes de la vache. Concernant les produits alimentaires, Le phénomène de prise d'otages ciblant les éleveurs a réduit la production. Fort de l'abandon de l'activité, les prix du produit ont considérablement grimpé sur les marchés. Au-delà de la menace réelle des bandes armées, plusieurs difficultés. Filière qui se porte plutôt bien, celle de l'apiculture. Nous en parlons avec Alphonse Madi Chouboué, qui est le manager général des établissements de fabrication et de distribution des produits alimentaires cosmétiques, apicoles, restauration et de prestations diverses, établissement Alcima and Partners. C'est notre invité dans le cadre de l'émission Midi sur les ondes sur Radio FM, la 89.3. On va donc évoquer les opportunités de ce secteur d'activité. Déjà, est-ce qu'il nourrit son nom? Est-ce que vous êtes à l'abri du besoin? Quand je suis apiculteur, je peux avoir combien à la fin du mois? Parce que tout ce qui est activité, la finalité, c'est la rentabilité. Oui, l'apiculture peut être considérée comme une activité génératrice de revenus. Et l'apiculture, en temps normal, produit selon les standards et commercialisé selon les standards, nourrit son homme. Nourrit son homme. Et c'est un secteur d'activité dans lequel j'invite pratiquement toute la population à se lancer. Tout le monde devrait avoir un rucher parce que c'est fortement recommandé. Parce qu'avec l'apiculture, les produits issus de l'apiculture, vous pouvez faire beaucoup de choses déjà pour vous-même avant de penser à d'autres personnes. Vous pouvez vous mettre à l'abri d'un certain nombre d'expositions cancérigènes. Parce que vous consommez du miel. Les opportunités sont de plusieurs ordres. J'ai évoqué tout à l'heure... Parlons de l'argent. Madji peut avoir combien à la fin du mois en tant qu'un apiculteur qui est à fond dans son activité peut estimer quelle proportion de gains mensuels? Oui, là, on parle d'argent à faire. Les Camerounais nous écoutent. Je ne vais pas être prétentieux, Georges. Tu sais, je ne vais pas être prétentieux, mais cela va dépendre du travail que vous abattez. Ce n'est pas par un coup de baguette magique que vous allez dégommer 500 000. Non. Vous devez travailler. Et ce travail va par de la stratégie de B2B que vous mettez soit sur pied, soit vous traitez avec des surfaces de distribution, soit vous exportez votre miel, le produit de votre activité. Donc, ça va varier selon le travail que chacun abat. Si vous abattez un travail qui doit vous donner par mois un bénéfice de 200 000, vous aurez 200 000. Mais si vous abattez un travail qui doit vous donner un bénéfice en fin du mois d'1 million, vous aurez 1 million. Donc, à dire combien est-ce qu'on peut avoir en termes de gains mensuellement parlant, il faut que cela soit tributaire du travail que vous abattez au quotidien. Déjà, pour que le miel soit accepté, il faut déjà qu'il soit de bonne qualité. Parce que le miel est une solution que nous apportons aux problèmes de la société. Parce que à ce jour, les statistiques nous disent qu'on vacille entre 12 et 16% de la population est diabétique. Ou sont exposés. Parce que nous consommons des produits qui nous exposent au diabète, qui nous exposent au cancer, qui nous exposent à un certain nombre de choses. Donc, pour que votre miel soit accepté sur le marché, il faut déjà qu'il soit de bonne qualité. Maintenant, vous l'accompagnez avec un branding conséquent. Et vous entrez dans des milieux où on peut acheter le miel. Parce que le bon miel, Georges, ne coûte pas 5 francs. Vous voyez un peu, ne coûte pas 5 francs. On vous a dit dans la zone de production, c'est-à-dire du côté de la Damawa, les prix ont grimpé. Au-delà de ça, la déforestation fait également son bonhomme de chemin et porte un coup sérieux à l'apiculture. Les feux de brousse portent un coup dur à l'apiculture.
Pour ne pas aller loin de la préoccupation la question que tu as posée, est-ce que cette activité nourrit son homme? Oui, bien évidemment, si vous travaillez, cette activité doit vous nourrir. Et maintenant, nous devons travailler à ce que la population qui a peur du miel doit revenir à la consommation du miel et du bon miel surtout. Et c'est pour cela que nous invitons les camarades à entourer cette activité de la sécurité nécessaire pour que celui qui consomme un miel issu de mon réseau soit certain que le miel que je suis en train de consommer est un miel de qualité. J'en ai 3 sur le marché. Bien que je n'ai pas envie d'en parler, j'ai 3 variétés sur le marché. 2 miels monofloraux et un miel multifloral, par exemple. Mais je suis certain que mon miel est de très bonne qualité parce que produit selon les standards. Selon les standards, et véritablement, nous nous adressons à une population qui a hâte de consommer du miel. Il y a cette question. La population voudrait consommer le miel. C'est peut-être la mise à disposition qui fait problème. Est-ce que les surfaces marchandes, notamment les supermarchés, vous ouvrent leurs portes pour pouvoir, par exemple, exposer? On a le sentiment que jusqu'à aujourd'hui, le miel, c'est un peu dans des expositions qui n'encouragent pas. On va aller dans un marché, il y a un jeune homme qui a quelques bouteilles dans une brouette, etc. Est-ce que les places UP là, les grands supermarchés vous accueillent en tant que producteur de miel ou alors entrepreneur dans le secteur, étant des nationaux? Vous me donnez l'opportunité de m'adresser également à mes camarades et à m'adresser à la population, tes auditeurs, parce qu'ils ont la chance de nous écouter ce matin. Les miels qui sont exposés au soleil, il ne faut pas en acheter. Pourquoi? Il ne faut pas en acheter simplement parce que il y a des réactions chimiques qui se produisent lorsque le miel est exposé au soleil. Je viens de vous dire que le miel qui est récolté dans une ruche est un aliment cru. Et parce que c'est un aliment cru, il faudrait qu'on consomme ce miel à l'état cru. Maintenant, lorsque vous prenez le miel et que vous le mettez au soleil, le soleil qui tape sur le miel, les radicaux libres se déposent sur le miel. Et le miel que vous êtes en train de mettre à la disposition des personnes devient un miel qui au départ est un miel pur, devient un miel de mauvaise qualité. Donc, les miels que vous rencontrez sur les étapes de mes mamans Bayam Salam qui sont exposés au soleil et mis dans une bouteille en plastique d'ailleurs, mise au soleil, vous savez que le plastique, lorsque le soleil chauffe le plastique, il se produit des réactions chimiques. Donc, vous allez cuire l'aliment cru que vous avez ramené de votre rucher, que vous avez mis dans une bouteille. Donc, vous allez cuire ces bactéries, ces bonnes bactéries-là. Donc, évitez de prendre le miel qui est exposé au soleil. Lorsque le soleil sort, chers camarades, cachez votre miel. Mettez votre miel dans une température ambiante qui peut conserver le miel. Vous me posez la question de savoir, est-ce que les supermarchés nous ouvrent les portes? C'est également une opportunité de crier, de lancer un cri à l'endroit de ces supermarchés. Ce ne sont pas tous les supermarchés qui vous ouvrent leurs portes. Tout simplement parce que vous arrivez, c'est également les difficultés que nous avons dans le milieu. Vous arrivez sur le marché, la première question, est-ce que vous avez un certificat de conformité délivré par la NOR? Vous ne l'avez pas, les supermarchés ne vont pas vous prendre. Certains supermarchés ne vous prennent pas. Pour protéger les consommateurs. Protéger les consommateurs. Je suis d'accord. Maintenant, vous devez avoir certainement, vous avez créé votre structure, soit un établissement, soit une SAR. Ça, ce sont des dispositions administratives, mais vous pouvez également être personnel. Maintenant, lorsque vous n'avez pas ce document de la NOR qui ne coûte pas 5 francs. Vous voyez un peu? Nous devons également dire à la NOR aujourd'hui, c'est vrai que ça a un peu évolué. Lorsque vous avez votre certificat de conformité, il y a 1 an, le certificat de conformité ne durait que 6 mois. Mais au jour d'aujourd'hui, on est à 1 an, 12 mois. Quand même, c'est une avancée.
Il y a un certain nombre de promotions qui sont faites au jour d'aujourd'hui. Pour revenir à te dire que nous produisons le miel de qualité et du bon miel, c'est vrai, mais pour l'avoir dans les étables, dans les supermarchés, ce n'est pas facile du tout, parce que pour entrer dans ces supermarchés, ces supermarchés ont peur des brigades de contrôle qui viennent et qui disent si le miel n'a pas, du moins si ça ne répond pas à ci ou ça, on ne veut pas l'avoir. Pourtant, la loi camerounaise qui régit les supermarchés leur exige d'avoir 20% des produits locaux dans le supermarché. Et ces produits locaux-là, parmi ces produits locaux, vous avez le miel. Donc, si quelqu'un veut véritablement aider le producteur local, aider le citoyen et respecter les lois qui sont édictées pour réguler le commerce dans notre région ou dans notre pays, ces supermarchés-là doivent recevoir ceux qui font les activités apicoles. Certes, il y a des personnes qui sont des vicieuses et qui mettent à la disposition du mauvais miel. Je ne refuse pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut foncer dans la vicissitude. Est-ce que malgré la qualité du miel, il n'y a pas aussi la difficulté du conditionnement ou alors du packaging? Est-ce que tous les collègues qui produisent le miel, contrairement à vous, est-ce qu'ils ont toujours l'emballage, l'habillage nécessaire qui suscite la craie? Quand on va arriver dans un supermarché, on voit le miel, même le nom de la marque, on ne connaît pas. Georges, je ne sais pas pourquoi tu adresses des bonnes questions ce matin comme ça. Certainement pour éduquer davantage tes auditeurs et nous-mêmes. C'est vrai, nous avons un problème de packaging au pays. Nous avons un problème de packaging. Déjà, lorsqu'on n'est pas formé, on a des mauvaises pratiques. Mais quand on est formé, on a des best practices que nous voulons. Le miel doit être conditionné dans des bouteilles inoxydables. Et l'idéal... Bouteilles inoxydables, on explique pour la maman qui va au marché. Bon, je vais dire... Donc le miel est mieux dans les bouteilles cassables, c'est ça? Je vais en arriver. Les bouteilles inoxydables sont des bouteilles... qui ne peuvent pas fondre? Non. Je vais prendre... ceux qui commercialisent le miel déjà dans ces bouteilles, vous allez m'excuser, mais vous savez que c'est la vérité que je suis en train de dire. Nous devons réguler notre milieu. Les bouteilles qu'on utilise trivialement pour mettre le vinaigre, ainsi de suite, là, voilà, ce sont des bouteilles oxydables. Parce que ce ne sont pas des bouteilles qui sont finies, dont la transformation est finie. Les bouteilles transparentes, n'est-ce pas, que vous avez là, comme des bouteilles des jus, des boissons gazéifiées là, sont des bouteilles inoxydables. Vous voyez un peu. Donc, nécessairement, les bouteilles là on doit pouvoir conditionner le miel dans ce type de bouteilles, pas dans les bouteilles de vinaigre. Il faut éviter ça. Vous voyez un peu, parce qu'il y a encore des résidus de pétrole, ainsi de suite là-dedans. Il faut éviter ça. Donc, l'idéal serait qu'on mette le miel dans des pots cassables, dans des bouteilles cassables. Et il y a une loi là-dessus. Il y a une loi au pays depuis 2018 là-dessus. On va arriver. Mais maintenant, pour y arriver, il faut qu'on nous donne qu'on nous apporte l'accompagnement nécessaire. Pour qu'on ait des bouteilles cassables ici au pays, c'est les yeux de la tête. Je vais vous faire une discrétion. Une bonne bouteille ici au pays qui contient 1000 millilitres, vous le prenez à 700 francs. Une bouteille cassable, vous le prenez à 700 francs. Si vous prenez déjà l'emballage au départ qui vous coûte 700 francs, le produit qui sera à l'intérieur, vous allez le vendre à combien? Alors, le miel qui doit être à la disposition de toute la population devient de ce fait un produit élitiste, ce qui ne devrait pas être à la base. Alors, le packaging, nous avons un problème. Je pense que nous allons travailler à ce que les camarades reviennent à des bonnes pratiques en ayant le packaging indiqué
n'est-ce pas? Le packaging indiqué, le nom de la marque indiqué. Lorsque vous passez par des formations et que vous vous faites accompagner par l'ANOR, il y a un certain nombre de choses dont qu'on vous donne comme enseignement. Mais lorsque vous vous approchez également de nous autres qui sommes des professionnels, on peut vous donner l'information et surtout la bonne information pour être mieux. Mais dans les marchés, je crois que mieux qu'hier, la proposition, l'offre sur le marché en termes de miel commence à s'améliorer et nous n'en sommes que heureux. Et parlons de ce produit, son espérance de vie, c'est laquelle? Le miel, on peut le garder éternellement ou alors il a une date d'expiration, de péremption comme d'autres produits? Le miel n'a pas de date de péremption. Le miel ne périme pas. Le miel ne se périme pas. C'est comme du vin, c'est comme du bon vin. Plus le miel dure, mieux il est. Vous voyez un peu, mieux il est. Et c'est pour cela que nous voulons vous dire que le miel, quand il dure, il passe de l'état liquide pour l'état solide et on parle de la cristallisation. Vous voyez un peu. Et quand vous l'utilisez comme ça, quand c'est cristallisé, c'est encore exotique. Donc le miel en réalité ne périme pas. Mais pour répondre à la norme, on met sur les bouteilles que nous mettons sur le marché la durée, la date limite de vente, ainsi de suite. Mais en réalité, le miel n'est pas une denrée périssable. On sort avec les informations liées à votre structure, les établissements Alcima and Partners. Comment on fait pour entrer en contact avec vous, peut-être pour des besoins de formation, en groupe ou alors en individuel, et pour avoir l'ensemble de vos produits? Alors, pour nous contacter, je donne le numéro de téléphone. Bien sûr. Vous avez 3 contacts téléphoniques, le 6 99 56 91 04. On va reprendre, oui. Le 6 99 56 91 04. Vous avez le 680 15 16 36 et enfin on va aussi reprendre le 680 là, oui. 680 15 16 36 et enfin le 695 164 556 qu'on reconduit également pour une seconde fois, oui. Le 695 164 556. Et maintenant, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes digitales. Sur Facebook, vous tapez juste le miel les ruches de Ngaoundal. Vous avez toutes les informations et toute l'éducation apicole que je fais dans des différents brèves que je fais. Vous avez également les établissements Alcima and Partners, où vous tapez juste Alphonse Madjitchoubouy. Vous allez me retrouver sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp. Tous les numéros que je vous ai donnés sont WhatsApp. Vous allez me trouver sur TikTok, vous allez me trouver sur LinkedIn, vous allez me trouver sur toutes les plateformes digitales, Instagram, ainsi de suite. Voilà. Merci d'être passé, Alphonse Madjitchoubouy. On vous recevait dans le fauteuil de l'invité dans cette production spéciale apiculture, culture du miel, en tant que manager général de cette structure, les établissements de fabrication et de distribution des produits alimentaires, cosmétiques, agricoles, restauration et de prestations diverses. Le programme était mis en onde. Alors, vous me permettez de dire un mot? C'est de remercier l'ensemble de tes auditeurs qui nous ont fait l'amitié de nous écouter. Nous n'avons pas été totalement en profondeur de tout ce qui devrait d'être dit, mais on a un peu survolé parce que l'heure qui nous était donnée était très important d'abord et pas très suffisant pour dire tout ce qu'il faut.
mais vous pouvez nous trouver et nous retrouver partout, tout en vous disant que nos variétés de miel, vous pouvez nous contacter et nous allons vous donner les informations parce que je ne suis pas passé au service commercial pour pouvoir dire un certain nombre de choses. Mais, chers consommateurs, faites attention au miel que vous consommez dehors. Évitez le miel qui est exposé au soleil. Prenez toujours le miel qui est conservé sous une température ambiante qui vous sera utile. Et prenez soin de faire le test. C'est votre droit le plus absolu de faire le test quand vous voulez consommer un miel. Et soyez fidèles, par exemple, à mes marques que je vais vous donner. Je peux leur donner mes marques? Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez le miel Les Ruches de Ngaoundal comme première marque. C'est un miel multifloral. Il est sombre. Vous allez retrouver le miel Le Noble. C'est un miel monofloral. Il est de texture claire. Vous allez retrouver le miel Le Phénix, mon premium, qui est de texture claire également, qui est un miel monofloral. Donc, voilà les 3 variétés de miel que vous allez retrouver et soyez sûr que vous avez le miel de qualité exceptionnelle. Merci pour cette plage qui m'a été consacrée.